aujourd'hui le musée d'anthropologie de Jalapa. Et dans l'entrée, on peut déjà voir ce que je suis venu voir, à savoir les grosses têtes Olmec qui seraient au nombre de 7 dans le musée. On va vérifier. Voilà pourquoi je voulais venir absolument dans ce musée de Jalapa, parce qu'on a ces énormes têtes Olmec. Et voilà la première. Alors la deuxième grande tête colossale, indiquée comme la numéro 8. Donc là ils disent qu'elle a été découverte en 1970 et que c'est une des celles qui est dans le meilleur état de conservation. Et je sais pas si vous voyez bien, mais la finesse du travail de sculpture, ouais, ça me fascine. Ah, ces grandes têtes Olmec, c'est un des mystères de la Mésoamérique, très clairement. Troisième grande tête Olmec. Alors je sais pas si c'est pas la plus grosse, mais je pense qu'elle se rapproche du fait d'être la plus grosse. Cabeza colossal numéro 1. Ouais, non, il donne pas le poids. Entre 1200 et 900 Antes Christos, donc ça a au moins 3000 ans. Pas mal, hein. La pierre qui a 3000 ans, la troisième du compte pour le moment, après être rentrée dans le musée. Là, on a une tête plus en hauteur que les deux autres, hein, pour le moment. Toujours dans cette pierre volcanique qui doit être du basalte ou du tuf. En tout cas, ça a été fait pour durer dans le temps. Ça, c'est sûr. Alors, on en est à 3, 4, 5, 6. Ils nous ont aligné 3 autres têtes Olmec. Donc on voit toujours ces grosses narines, ces grosses lèvres charnues qui font penser à des profils africains. Alors qu'en fait, on a des profils comme ça aussi au Mexique. Et alors moi, ce qui me, au demeurant au-delà de la taille, c'est les impacts. Vous voyez les trous là qu'il y a sur la coiffe, là au-dessus. Alors, est-ce que c'est lié à la sculpture en elle-même, ce qui paraît très étonnant, au moment du transport? Et alors là, on n'en a pas d'autres. Alors lui, il en a. Vous voyez, derrière là, on voit là, c'est une espèce de cupule, hein. Donc qui sont sans doute liés à l'action de l'eau, mais bon, ça a l'air trop régulier pour que ce soit que l'eau. Et la troisième, non, on n'a pas ce genre de cupule sur toute la tête. Ah bah si, devant là, évidemment que si. Bon, donc à quoi c'est dû la numéro 7. Bien balèze. À la numéro 7 du musée. Donc la face, elle est clairement burinée et détruite à cause de ces trous là. Ah, ça donne l'impression qu'on lui a tiré dessus. Par contre derrière, ça ressemble plus à la roche-mère. Et alors on a ce symbole là qui ne me dit absolument rien. D'entrée, j'ai l'impression d'avoir des rayons qui sortent d'un objet, d'un soleil ou d'autre chose. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Donc il y a certes les grandes têtes Olmec, mais on a aussi d'autres types de statues, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la taille du machin là. Une figure fantastique, de forme humanoïde. Évidemment, on va dire fantastique, c'est plus simple. Une sculpture qui s'appelle ovoïde, avec ce visage carré
à l'intérieur, enfin gravé dessus. Et ça va me faire penser à une statue, une petite statuette en forme ovoïde comme ça qui a été retrouvée aux États-Unis. Je vous montrerai. Ça ressemble. Alors c'est pas carré, c'est dans la forme ovale. Et ça va également ressembler à des choses que j'avais pu montrer, retrouver en Colombie avec le disque génétique. Plusieurs sortes de haches. Ah, ils avaient un sens de l'imagination pour faire ces haches. Il faut voir sur le côté que ce sont effectivement des haches. Bien fait, hein. Puis ben là, ils ont représenté certains êtres, je pense que génétiquement avaient peut-être eu des petits pépins à la naissance. C'est possible. Oh tiens, des petites figurines de céramique, dis donc. Intéressant ces grosses têtes allongées avec ces yeux bridés. Enfin, en tout cas moi je trouve ça intéressant. C'est assez fascinant quand même ces yeux au-delà de la grosseur de la tête. Celui-là en particulier, hein. C'est pas des yeux pour le coup qui sont locaux. Ouais, ça me fait penser à de l'hybridation. Après moi je dis ça, de l'hybridation génétique entre des aliens, reptiliens éventuellement, et puis des humains, pour faire que les nobles restent toujours avec des capacités intellectuelles à cause de la taille du cerveau supérieure. C'est une hypothèse que je vous soumets. Alors sur le panneau, c'est indiqué qu'on a affaire à des enfants humains asexués, connus comme babyface ou visage de bébé. Et alors là, qu'est-ce qu'on trouve? Je serais tenté d'y voir le sac des dieux. Qu'est-ce qu'il nous est raconté dans cette vitrine? Je pense qu'il va beaucoup me plaire ce musée. Les protagonistes portent de la main droite una calavera. Si on voit le petit dessin, ça a tout l'air de ressembler à un certain sac. Donc là on a 4 exemples de statues avec chaque fois dans la main gauche un sac avec une tête. Et c'est rigolo parce qu'il y a un serpent à chaque fois, juste à côté. Ça fait penser à une tête, il y a un peu d'égyptien dedans. Ça fait penser à la tête coupée d'Isis. Et là sur la dernière, donc lui il a gardé sa tête, enfin, elle, la statue. 2 gros serpents entrelacés à la taille. Puis le gremlins, c'est vraiment la tête d'un gremlins. Avec 3 doigts, évidemment, il faut souligner, sur le sac, dans le sac porté par cet humain. Alors cette statue elle me marque parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à un mode opératoire égyptien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, alors je dirais pas qu'on dirait presque un pharaon, mais un mélange entre un pharaon et un sphinx, avec cette espèce de grosse frontale là qu'il a sur le front. Et le tout, ça nous ferait presque penser à une allure un peu de serpent. Ah non, ils disent que ça ressemble à... c'est plutôt dans une attitude de félin. Est-ce que par exemple, là, quand on voit ce genre de statue, est-ce que la coiffe au-dessus de la tête, c'est pour faire genre la tête est grande, ou est-ce que effectivement la tête est grande et on la camoufle avec une coiffe au-dessus? C'est toujours un peu le mystère avec ce genre de truc. D'autant plus mystérieux lorsqu'on compare ce genre de coiffe à une coiffe égyptienne appelée la coiffe osirienne en référence au dieu Osiris. Ne vous ai-je pas dit la dernière fois que dans le dernier ouvrage d'Anton Parks, le dieu égyptien Horus serait venu dans cette partie du monde pour notamment créer Teotihuacan en tant que dieu Quetzalcoatl, Teotihuacan se trouvant à quelques encablures du territoire Olmec. Les Olmecs auraient-ils pu être contemporains de Quetzalcoatl? Pour ce qui est de la dernière comparaison de cette coiffe, j'ai trouvé cette photo de Jean-Paul II portant la mitre des papes. Peut-être encore là un élément de comparaison plausible ou pas. Un type qui a l'air de sortir de sa grotte. Et alors, ce qui moi m'a surpris dans ce bloc de roche là, c'est... Vous voyez ces trous là un peu... alors ils sont arrondis par l'usure, mais on peut imaginer qu'ils étaient peut-être carrés ou rectangulaires. Et moi, ça va forcément me rappeler des choses qu'on peut voir au Pérou, qu'on peut voir aussi à Sigiriya, avec ces encoches là, dont on ne sait pas à quoi elles peuvent servir, évidemment.
Mais en tout cas, ça a été fait avec des outils. Et quand on n'a pas la fer, ni l'acier, ni quoi que ce soit comme métal, il a fallu un peu de temps. Puis surtout, pourquoi faire des trous comme ça, rectangulaires, arrondis dans ce bloc. Donc comme chez les Mayas avec leur masque en jade, on a également des masques. Bon, ça a l'air d'être du jade, hein, je l'ai vérifié. Olmec. Superbe. C'est vraiment superbe. Oh, le musée il est géant. Voilà, donc là on a encore. Oh là 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 là, regardez ça. Ah ouais, c'est bien du jade, hein, c'est écrit. Regardez la qualité de ces masques. C'est waouh. La finesse du travail. Et c'est d'une seule pièce, alors que chez les Mayas, il y a plusieurs petites pièces constitutives. Donc là, ils nous ont mis les outils qui étaient utilisés par les Olmecs pour tailler le jade, à savoir des haches également en jade. Le musée de Tres Zapotes, musée Olmec. Là, on est au cœur de la culture Olmec. Et à nouveau, une belle tête Olmec. Ça va faire la combienième? 2, 4, 5, 12. C'est la 13e que je vois. m 47 de haut, 5,49 m de circonférence, 7,8 tonnes. Donc ça veut dire que les autres quand même sont quand même beaucoup plus balèzes. Et on voit la photo là des gens qui ont participé à l'excavation, j'imagine, en tout cas qui sont là pour la photo. Et je suis là moi aussi pour la photo, bien évidemment, sous la chaleur de Tres Zapotes. Et alors ce qui est intéressant en discutant avec la guide, c'est que du coup on n'a pas de possibilité, comme on le sait, hein, comme c'est ce que je peux vous raconter depuis longtemps sur Nuria TV. Les archéologues ne savent pas de quand date la gravure, enfin la sculpture en tant que telle de la grande tête, hein. Ils peuvent seulement dater de quand ils ont retrouvé la pierre dans le sol. Et sinon, ils sont incapables de savoir de quand date cette statue exactement, à quel moment elle a été gravée. Et la seule autre, d'ailleurs la seule stèle qui montre une date, c'est celle-ci. Donc la date de 32 après Jésus-Christ. Es la única stela donde hay una fecha. Pero en todo donc vous avez là devant vous la seule stèle qui montre une date gravée de toute l'existence du monde Olmec pour les archéologues. Et donc ça commémore cette date du 32 après Jésus-Christ, une éclipse lunaire qui arrive 2 semaines avant une éclipse solaire. Et alors d'où viennent ces statues? Alors une des explications, c'est qu'on aurait donc le volcan qui aurait éjecté d'énormes masses de basalte ou de lave en fusion, mais plutôt des gros rochers lors de l'éruption. De ces rochers, qui auraient été expulsés à plusieurs kilomètres du volcan, on aurait donc ces pierres qui ont été retrouvées par les Olmecs à l'époque et qui auraient été gravées pour en faire des grosses têtes représentant leurs gouvernants. Et alors une autre pierre un peu étrange dans le musée, donc on a cette forme de 2 bras qui ont l'air croisés, donc la pierre est cassée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on tape,
en fait ça fait un écho, ça fait un bruit. Et c'est la seule pierre de tout le musée qui fait ce bruit-là. Comme si elle avait été faite exprès pour ça, ou enfin on saura jamais, hein, mais voilà, c'est plutôt étrange. Donc là je me trouve dans le musée de Santiago Tuxtla où il y a 2 autres têtes Olmec, mais pas que des têtes Olmec, hein. On a également d'autres artefacts, des sculptures. Ces statues avec ses yeux très effilés, dites babyface, puisque ce seraient des têtes de bébé. Donc ça viendrait de Tres Zapotes. Et bah oui, on voit le faciès, hein, qui ressemble aux grosses têtes Olmec. Ce qui fait dire aux archéologues que comme on a plusieurs types de statues qui ont le même style, il n'y a pas de raison que ça appartienne pas au même peuple. Coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques représentée, donc ça devait avoir une valeur symbolique chez les Olmecs. Et bien évidemment le clou, si je puis m'exprimer, du spectacle du musée, la tête Olmec. Donc une tête qui a également un strabisme, des grosses lèvres charnues et un gros nez épaté. Il y a une espèce d'objet qui lui traverse l'oreille. Donc là je sors du musée de Santiago Tuxtla où il n'y a qu'une statue. Parce que j'en ai raté une à Villahermosa, donc ça c'est ma faute. Mais la dernière, en fait, il faut se taper encore 2 heures et c'est super compliqué parce que rien n'est clair en fait. Rien n'est clair dans les explications. Et donc bon, alors tant qu'à être à Santiago, je vais vous présenter la plus grosse de toutes les pierres, la plus grosse de toutes les têtes en fait. Qui pèse plus de 30 tonnes, hein. On serait sur 30-40 tonnes. C'est la seule qui a les yeux fermés également. Et ils lui ont fait un petit toit pour la protéger des intempéries, mais pas forcément des crottes ou des chiures de pigeons ou d'oiseaux. Donc celle-là, Monumento 1, le monument 1, donc 3,40 m de haut, c'est la plus grosse de toutes les têtes des 17. Alors cette grosse pierre, elle aurait été trouvée à quelques kilomètres d'ici, de Santiago Tuxtla, donc parmi d'autres grosses pierres qui n'ont pas été taillées, donc ce qui fait dire aux archéologues et aux guides du musée que en fait il n'y a pas beaucoup de mystère sur son transport puisqu'elle aurait été taillée sur place, ce qui ne serait pas le cas des autres têtes qui ont été retrouvées à San Lorenzo et La Benta, où là pour le coup on sait que, les archéologues savent qu'elles ont été transportées et ça pose plus de questions sur comment ils s'y sont pris pour transporter des pierres de parfois 10 à 15 tonnes. Effectivement, comment les Olmecs s'y sont-ils pris pour les transporter, ces grosses pierres en basalte? On va d'abord commencer par se repérer comme ça avec la carte globale que vous devez commencer à connaître un peu. Donc en pointillé jaune, vous trouvez la zone d'influence des Olmecs, une des plus anciennes cultures connues pour le moment dans cette partie du monde, puisqu'on va au-delà des -1000 avant JC. Pour les archéologues, la culture Olmec est d'ailleurs souvent considérée comme la culture mère. Si on zoome davantage sur l'ovale jaune, là, comme ça, on trouve cette zone géographique des Olmecs aux abords des côtes du golfe du Mexique. Concernant la découverte des teltes Olmecs, 4 sites vont nous intéresser tout particulièrement. Vous les voyez à l'écran sur les points jaunes: La Benta, San Lorenzo, Tres Zapotes et Santiago Tuxtla. Donc pour commencer, la toute première tête
qui a été découverte l'a été à Tres Zapotes en 1862. Quelle surprise a dû avoir le paysan mexicain lorsqu'il a compris qu'il ne venait pas de trouver un caillou ordinaire. C'est cette sculpture colossale de plusieurs tonnes que vous voyez ici en photo, enfouie dans la jungle mexicaine depuis des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Oui, Maurice, Des centaines de milliers d'années, tu n'exagérerais pas un petit peu là quand même? oui, tu as sans doute raison. En même temps, je n'émets là qu'une hypothèse, n'est-ce pas? Je vais mettre un masque transparent sombre pour mieux faire ressortir la tête sur la carte, comme ça. Je poursuis. En 1925 et 1940, 4 nouvelles têtes sont découvertes à La Venta. En 1945 et 1946, c'est à San Lorenzo que sont déterrées 5 nouvelles têtes. Puis en 1950, une nouvelle tête à Tres Zapotes. En 1965 et 1969, 2 encore à San Lorenzo. Puis la plus grosse d'entre toutes fut découverte à Santiago Tuxtla en 1970. Et enfin, les 3 dernières, à nouveau à San Lorenzo, et notamment la toute dernière qui fut découverte en 1994. Ce qui nous fait donc nos 17 têtes, sauf que là, ce que je vous montre, ce sont les lieux où elles ont été découvertes, pas les lieux où on peut les voir aujourd'hui. Parce que vous croyez que vous pouvez les voir à ces 4 endroits? Bien sûr que non, ce serait trop facile. Elles ont été dispatchées dans 8 lieux différents. Il y en a 4 à Villahermosa, mais 3 dans le parc de la Venta et une au musée de Carlos Pellicer, que j'ai raté. Vous en verrez 2 au musée anthropologique de Mexico, 7 au musée anthropologique de Jalapa, une au musée de Tres Zapotes, une au musée de Santiago Tuxtla et une autre dans le parc de la même bourgade. Et enfin la dernière, que j'ai raté également au musée de San Lorenzo. Donc au total, j'en aurais vu 15 sur 17. Ça me donnera l'occasion de retourner au Mexique une prochaine fois. Quand je vois ces images d'archives, on se dit qu'elles sont impressionnantes quand même, non? A noter que lorsque la première fut découverte, en 1862, certains spécialistes de l'époque émirent l'hypothèse que certains traits du visage de cette tête, comme le nez épaté et les grosses lèvres, pouvaient faire penser à des traits éthiopiens, donc africains. Les Africains seraient venus en Amérique centrale il y a plus de 3000 ans? Oui, Maurice, pas qu'on sache en tout cas, mais cette hypothèse reste quand même ancrée chez certains chercheurs alternatifs, malgré le fait que ces traits physiques sont toujours communs parmi les habitants de la région, comme vous pouvez le voir sur cette photo en haut à droite. Concernant leur mensuration, et vous avez Maurice à gauche pour comparer, leur hauteur varie de 1,45 m à 3,40 m et pèse entre 8 et 40 tonnes. Ce qui commence à faire lourd, 40 tonnes. La plus balèze en hauteur et en poids étant celle qui se trouve en haut à gauche. Elles sont datées d'au moins 3000 ans, mais comme on ne peut pas dater la pierre taillée, je me dis qu'elles peuvent très bien être beaucoup plus vieilles que ça. En tout état de cause, pour poursuivre sur leur description, elles représentent toutes des hommes d'âge mûr d'environ 30 à 50 ans, ayant un nez épaté et des lèvres charnues, comme je viens de vous le mentionner, ainsi que les yeux bridés. Et cerise sur le gâteau Olmec, ils louchent tous, sauf pour la plus grosse pierre de 40 tonnes en bas à droite, qui a les yeux fermés puisqu'il serait mort, d'après les archéologues. Ces 17 dessins, ainsi que certaines des images d'archives que je vous ai montrées précédemment, viennent du magazine en haut à gauche, écrit par des spécialistes et entièrement consacré aux Olmecs et leurs colossales têtes. Dans ce même magazine, il y a ces autres caractéristiques qui sont décrites. Les têtes portent des objets au niveau des oreilles ainsi que des casques, ce qui a fait émerger l'hypothèse qu'il s'agirait de joueurs de balles, le même jeu de balles que le jeu de balles Maya. Donc ces joueurs qui sont souvent représentés avec un casque, que ce soit chez les Olmecs ou chez les Aztèques ou chez les Mayas. On voit par ailleurs que quand elles sont de profil comme ici, il y en a des bien plus massifs que d'autres. Et que le fait que l'arrière de la tête soit plat pourrait signifier qu'elles étaient destinées à être positionnées contre un mur par exemple. Pour ce qui est de ce que pourraient représenter ces têtes, d'autres y voient des têtes trophées obtenues par la décapitation de captifs, et l'absence d'expression de la plupart de ces têtes pourrait porter à croire qu'il s'agit de têtes de personnes mortes, en particulier, comme je vous le disais, celle en bas à droite qui a les yeux fermés. La troisième hypothèse, comme le disait la guide au musée de Tres Zapotes, est qu'il s'agirait de souverains, car ces casques pourraient représenter nos couronnes royales. Ça en fait beaucoup des hypothèses quand même, non? Et oui, Maurice, ça en fait beaucoup, et ça nous montre surtout qu'on ne sait pas grand-chose sur ces têtes. Ah si, il y a au moins un truc qu'on sait sur ces pierres, c'est que certaines ont été transportées sur au moins 150 km, mais sans qu'on sache comment, bien évidemment. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Car le vrai mystère de ces statues
ne réside pas dans la finesse de leur sculpture, mais bien la façon dont elles ont été transportées. Pour vous expliquer ça, je vais à nouveau m'appuyer sur cette carte où l'on voit les 4 lieux de découverte des 17 têtes. Ces énormes blocs de basalte viendraient de 2 volcans qui sont connus, le volcan San Martín et le Cerro El Bijá, tous deux situés dans les monts Tuxtla, qui sont une ceinture volcanique qui borde le golfe du Mexique. Pour ce qui est des 3 têtes retrouvées à Tres Zapotes et Santiago Tuxtla, dont la plus grosse de toutes de 40 tonnes, la proximité du volcan dont elle serait issue plaide dans la possibilité d'un court déplacement. Je ne dis pas que c'était faisable, je dis que c'était plus court que les pierres transportées à San Lorenzo et La Venta, dont la distance est de plusieurs dizaines de kilomètres, comme le montrent les flèches rouges sur la carte. Même question que pour les Mayas, sans la roue, ni le fer, ni animaux pour tracter. Comment les Olmecs ont-ils fait pour transporter des blocs de parfois 25 tonnes sur près de 100 km dans des secteurs géographiques où on trouve des rivières et des marais, comme le montre cette autre carte sur laquelle on distingue plus nettement les rivières et les marais. Alors peut-être qu'ils ont utilisé un système de radeau ou de barge pour les transporter, sauf que les archéologues n'ont encore jamais retrouvé d'embarcation Olmec, et qu'aujourd'hui, pour les transporter, comme ici à une exposition au musée du Quai Branly à Paris, il faut tout un jeu de poulies. Alors comment on fait les Olmecs il y a plus de 3000 ans? Et un mystère de plus, C'est avec cette grosse tête Olmec que je boucle mon périple des 17 têtes. J'en aurais vu 15, il va m'en manquer 2. Et bon voilà, c'est le jeu. Ça veut dire qu'il faudra que je revienne pour aller prendre des photos des 2 autres. Voilà. J'espère que ce tour des têtes Olmec vous aura plu et vous donnera envie de venir les voir par vous-même.